match, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Présentez maintenant mon partenaire mystérieux. Avec son gérant, Brother Love, de la vallée de la mort, The Undertaker, le croque-mort. Alors, voyons voir un peu quel est... Oh là là! Dis donc, il me fait frémir. Ça rappelle Les films d'horreur. Les films d'horreur aussi. Oh là là! Alors tu l'as mentionné, le croque-mort, Oui, celui qui ramasse les morts. l'entrepreneur de pompes funèbres, mais pour moi, c'est plus un croque-mort qu'autre chose. Regarde un peu la tête. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Où est-ce qu'ils ont été le chercher celui-là? Le fossoyeur. Le fossoyeur, oui, tiens, c'est pas mal. Le fossoyeur. Il est mis dans la tombe. Alors ça, c'est soit le croque-mort ou le fossoyeur, mais peu Je importe. préférerais le fossoyeur. Peu importe le nom que tu lui donnes, dis donc, il est macabre. Sinistre. Mais où est-ce qu'ils ont été chercher? Dans la vallée de la mort, c'est ça? La vallée de la mort, de Death Valley. Ah, il a bien la tête, hein. Regarde, regarde. Oh, oh. Et alors il mesure plus de 6 pieds, Oui. Ah oui, il est grand. très très grand. Et alors son regard, Oui. un regard foudroyant. Et regarde les gens. Ouais. Tout Les autour, gens c'est- ils sont impressionnés comme nous on l'est. Ah oui, oui. Il est glacial, ce type. Vraiment glacial. Alors, le fossoyeur, ou le croque-mort, si vous préférez, qui est maintenant présenté par Frère Amour, Brother Love, et c'était donc l'équipier secret de Monsieur Dollar. Regardez-le, observez son adversaire. Il ne bouge pas, rien ne frémit. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mon nom est Handsome GF, de retour à l'animation cette semaine. Bien entendu, en compagnie de Mr. Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Self-proclaim legend. Tu parles de légende dans l'intro qu'on vient d'entendre. Il y en a des légendes? Incroyable. Incroyable. Étais-tu à la WWE à l'époque, quand c'est arrivé, ça? En 91? En 90, parti. excuse. 86, j'arrivais. OK, puis 90, t'étais Mais parti. ça c'est après 86. Oui, c'est le 22 novembre 90, Survivor Series Je à devais être Hartford. parti. OK, tu venais de quitter. Ouais. Ben, écoute, moi, je l'ai rencontré une fois, Undertaker. OK. Puis d'un gala de lutte à Valleyfield, à l'aréna de Il Valleyfield. devait capoter de rencontrer les Campivaliens. Campi Valenciens. Campi Valley. Campivalenciens. Hey, tu peux enlever ton masque, là, même si c'est l'Halloween. Hey, bon Halloween, Blondin! Hey, c'est beau ton costume, c'est quoi? C'est pas un costume, c'est ce que je porte tout le temps. Ah, je pensais que t'étais déguisé en nain de jardin. À Donc, l'époque, ben, chien. ben non, mais c'est la vérité. Demande à Pierre ce qu'il en pense. Avec la barbe, là. Ouais, le vieux nain de jardin. là. Ben, c'est sûr. Le vieux sage. As-tu encore ça, ta collection de nains de jardin? Ben oui.
Hey, tu m'en as donné un, toi? Ouais, je me rappelle plus à quelle époque de ma vie. Fait que va pas là. Non, monsieur! Mets-moi pas dans le trouble. Tes enfants, t'es déguisés comment? Écoute, Raphaël, cette année, mon plus vieux, qui a 6 ans, se déguise en Beau Bichette. A découvert une passion de fou pour le baseball et les Blue Jays. Donc, a les cheveux longs, se déguise en Beau Bichette. Et mon plus jeune se déguise en Ultimate Warrior. Pour le vrai? Oui, parce qu'il a de l'énergie comme un fou. Alexandra, il a fait un masque. Alexandra. Mon épouse. Ah, OK. Vous êtes mariés? Ma fiancée. On est fiancés depuis 8 ans. OK. On s'est pas mariés encore. C'est une question de budget. Ben non, je sais pas. On a eu 3 enfants, puis on a oublié le mariage. Puis Amélia va être déguisée en poupée Boucho Ah, avec la grosse face. elle a une grosse face? Ben là, un bébé, ça a une grosse face joufflue, des belles grosses joues. Ben, moi, je suis pas un bébé, puis j'ai une grosse face. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Ouais, en effet. Puis, puis Alexandra va se déguiser en arbitre, si ça t'intéresse. Puis toi, Moi, je me déguise en Tom Brady. pour le vrai? Ouais, je vais être le Tom Brady des pauvres. Eh boy. Sans le divorce avec Gisèle. J'espère que dans votre coin, il y en a qui vont se forcer un peu, parce que Et toi, Marc, tu te déguises en quoi cette année? ben, moi, je suis mon cher ami au moment où on se parle sur la plage de Punta Cana, au Lopesan. Ah, c'est pour ça qu'on se voit pas, on fait ça à distance. Exactement, il fait chaud, 32 degrés. Et je te cherchais dans le studio, j'ai dit... T'entends-tu les bruits de la mer, de la vague? Non. Ça, c'est des criquets. Ah, Ouais, parce que je suis ok. dans le jardin en arrière. Fait que Wow. non, pas d'Halloween pour moi. Et l'idée que j'ai eue, Ansem, quand j'ai vu que le 31 octobre, lundi, pour l'épisode 85, c'était l'Halloween, ça m'a tout de suite fait penser au Undertaker. Et moi, si je l'ai rencontré une seule fois, j'étais l'annonceur du ring, comme je l'ai dit. Après ça, écoute, des maniaques, il y en a. Ouais. Il y en a plus qu'un. On en a plusieurs comme invités, dont Dominique Stutz, qui, lui, est un ancien lutteur indie au Québec et qui, j'ai mis sur le groupe, y a-tu un gros, vrai fan de Undertaker? Et un de ses amis, David Lambert, me l'a suggéré. Je l'ai contacté. Et il sera un de nos invités, un fan, un gars du groupe qui va nous parler de sa passion pour le Undertaker. Bon, on en a plein d'autres invités, mais toi, Ansem, tu penses quoi du Undertaker? Ça dit quoi au lutteur et à l'homme que tu es? Moi, j'ai tripé Undertaker pas mal toute ma vie. Quand les lumières fermaient, t'entendais le gong. Moi, j'ai aimé la vieille version d'Undertaker. J'ai moins trippé sur la version biker. Tout le monde dit ça. Incroyable. Mais- C'était unanime, badass, quelque chose. Là, American Badass en moto. Ça n'a pas trop pogné. Ils ont ramené la vieille version Ouais. après, mais moi, j'ai vraiment trippé au début. J'allais voir les house shows. Je me rappelle, j'ai une photo de ma sœur qui est posée avec Owen Hart et Al Snow avec un chandail de l'Undertaker avec la main mauve. OK. Donc, ça, c'est quand il avait fait son retour. T'as pas un gant? Hey, boboy! Ouais, le gant mauve, excuse. Parce que s'il y avait la main mauve, là... Tu sais, moi, j'ai trippé vraiment Undertaker jusqu'à SummerSlam 94. L'Undertaker, à Royal Rumble 94, avait perdu un casquette match. Donc, tous les méchants avaient sauté sur le casquette. C'était contre Yokozuna. Exact. Puis, il était disparu. On l'avait pas revu après. Puis là, il y avait comme un faux Undertaker qui était arrivé avec Ted DiBiase. Puis, ça avait mené au match à SummerSlam 94. Undertaker contre Undertaker. C'était pas... on en parle avec les invités, là. C'était pas ce qu'il y avait de mieux, hein? Non, mais le build-up jusqu'au match était le fun. Ouais. Puis même dans les vignettes à SummerSlam, tu avais Frank Drebin de l'agent fait la farce qui
qui essayait de trouver l'Undertaker, savoir qui était le vrai. Puis non, je suis d'accord que le match n'a pas livré exactement ce qu'on voulait, mais l'histoire qu'il perd à Royal Rumble et réapparaît, moi, j'ai trouvé ça très bon. Mais écoute, j'avais 14 ans à l'époque, puis moi, j'ai marqué, comme on dit, dans le milieu. Et notre premier invité, c'est Bertrand Hébert. Pas besoin de présentation à Bertrand. L'historien en lui a fait en sorte qu'il nous résume un peu la carrière et qui était l'Undertaker. Et on l'écoute quand? Maintenant, après la pause. Oui, pas maintenant. Après la pause. Pas maintenant. J'ai hâte d'entendre la pause. Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible, sim.shop. Mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, un régulier, Bertrand Hébert. Bertrand, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci encore une fois de la belle invitation. C'est surtout merci à toi de prendre toujours du temps dans tes journées de congé, qui sont assez rares, pour nous amener de l'information. Bertrand, cette semaine, avec la diffusion aujourd'hui, c'est l'Halloween. Et l'Halloween, pour moi, c'est certain qu'on pourrait parler de notre monstre québécois PCO, mais j'ai toujours le côté noir, le côté funèbre du Undertaker. Et même si c'est quelqu'un que j'ai rencontré une seule fois dans ma vie à Valleyfield, tu t'attends de l'avoir rencontré à un WrestleMania quelque part, mais non, à l'Arena de Valleyfield. Je voulais que tu nous parles un peu de sa carrière. C'est sûr que moi, quand j'étais à la WCW, je n'ai pas trop suivi. Amène-nous un peu dans la carrière de M. Calaway. Monsieur Calloway va commencer là, au Texas. Il va faire toutes sortes de choses. Il va être sous un masque. Il va lutter contre Bruiser Brody. À son premier match avec World Class, qui était la compagnie des Von Erich, il va être matché avec Percy Pringle quasiment 2 secondes avant de sortir. Percy Pringle, qui était le manager des méchants dans ce temps-là. Percy Pringle, qui était le nom d'origine de Paul Bearer. Donc, c'est très drôle comment la destinée devait joindre ces deux personnes-là dans le monde de la lutte. On parle de quelle année, Bertrand? Oh mon Dieu, attends. Là, à peu près. C'est grand. On doit être fin des années 80. Là. 80. Okay. 80. Okay. Puis ensuite, c'est, comment il s'appelle? C'est Sid Vicious qui va se blesser à la WCW. Il faisait équipe avec Dan Spivey dans les Skyscrapers, donc les gratte-ciels. Et là, il va nous manquer un joueur. Puis bon, là, on pense à ce gars-là, puis on va le faire venir pour remplacer Sid Vicious là, dans l'équipe des Skyscrapers avec Dan Spivey. Ils vont avoir une historique très peu mémorable en équipe, rien de bien particulier ou de bien spécial à raconter sur leur carrière en équipe. On va transformer ensuite Mark Calaway ou Mark Callous, Mean Mark Callous va devenir son nom d'artiste. Et il va être cette fois-là avec Paul Heyman. Donc, on peut dire que l'Undertaker est un Paul Heyman guy. Qui était alors Paulie Dangerously. Le match le plus peut-être connu là, vient du Great American Bash 1990, où il va être contre Lex Luger. Il va perdre de façon quand même décisive contre Lex Luger. Mais c'est le match le plus haut profil qu'il y a eu dans cette période-là. À partir de là, son contrat va... Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Il a quel âge Mark Calaway à peu près? Sais-tu? Par cœur, je ne sais pas, là, il est rendu à quel âge aujourd'hui. Donc. Il est né où? Il faudrait que je vérifie, là. C'est pas. OK. Le temps que tu parles, je vais regarder ça. C'est un gars du Texas.
C'est un gars qui vient du Texas originalement. C'est d'ailleurs là, avec les Von Erich puis World Class Championship Wrestling, qui va découvrir la lutte puis commencer dans la lutte. Puis il avait un look bien particulier là, avec c'est un ancien joueur de basketball, donc il est grand. Puis bon, il a la chevelure rougeâtre, rousse. Donc, il sort du lot par rapport à monsieur, madame, tout le monde, à sa grandeur, puis avec une couleur de cheveux de cette teinte-là. Donc, quand son contrat se termine avec la WCW, ben, il va poursuivre. Donc, on va le faire venir à Stamford, là, le cas classique de Stamford. Excuse, je te coupe Ouais. encore. Il a 57 ans, il est né en 1965 et il vient de Houston, au Texas. Alors, c'est ça. voilà. Il y avait une vingtaine d'années à la fin des années 80. Là, sa carrière de basketball se terminait. C'est là qu'il va se lancer dans le monde de la lutte. C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on le fait venir. C'est un gros et grand bonhomme. Donc, à la WWF, WWE d'aujourd'hui, on aime les gros et grands bonhommes. On va donner plus de chance à un gros et grand bonhomme. Et on va prendre des risques sur des gros et grands bonhommes sans nécessairement avoir une idée précise de où on veut s'en aller avec ça. Donc, quand on travaille dans la biographie de Pat Patterson, Pat dit quand lui est arrivé, on ne savait pas quoi faire avec. Puis là, on jasait, fameuse rencontre. C'est quand même quelque chose, ça, là. Oui, non, c'est ça. Puis il dit, là, tu sais, on était sur le bord de la piscine, puis fameuse rencontre de booking entre Vince McMahon, Pat Patterson, Gerald Briscoe, J.J. Dillon à cette époque-là, qui font le creative Bruce Pritchard. Ces gars-là, le quatuor, 5 heures, les gars, là, quand l'équipe était toute petite au créatif. Et Pat dit, tu sais, il me fait penser aux gars dans les westerns. Tu sais, là, les gros manteaux noirs, puis les chapeaux, puis, tu sais, puis là... Il y avait déjà ces accessoires-là? Non, c'est eux autres qui ont il l'imaginait comme ça. Lui, il l'imaginait comme ça parce qu'il était grand, il avait les cheveux longs, puis il y avait comme une présence, tu sais, un peu quand même épeurante, là, on peut le dire. L'Undertaker, c'est un peu ce qui a fait de sa force, cette espèce de présence intimidante, là. Mais Pat, il était capable de mettre le doigt sur le nom de qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis là, il dit, tu sais, dans les films de western, on les voit, ils viennent mesurer le monde. Puis, fait que là, c'est J.J. Dillon qui raconte dans sa propre biographie. Puis là, Pat, il racontait son histoire. Puis, j'ai dit, tu veux dire un Undertaker? Il dit, c'est ça. Fait que là, l'Undertaker, on a tout vu, entre autres, on le voit là, dans Back to the Future 3. Quand il pense que quelqu'un va mourir, il arrive avec son tape à mesurer, puis il te mesure parce qu'il faut qu'il prépare la boîte pour te mettre dans la terre. C'est un peu ça l'histoire de l'Undertaker. Puis, dans la mythologie, un Undertaker fait toujours peur, est toujours un personnage sombre parce que quand l'Undertaker arrive pour toi, c'est parce que... Ça va pas bien. Hein? Donc, ça semblait une bonne idée de personnage. Et on va annoncer justement que c'est à l'époque où on annonce l'œuf pour le Survivor Series. Là, il va sortir quelque chose d'un œuf à Survivor Series. Mark Calloway raconte depuis qu'il a eu très peur d'être la personne qui était pour sortir de l'œuf. Finalement, ça, c'est le Goobly Gooker, qui était une espèce de mascotte qui a duré le temps d'une chanson à la WWE. Mais le même soir en question, Ted DiBiase va nous présenter Kane, The Undertaker, qui était son premier nom, qui était une idée ça, de Bruce Pritchard. Et Bruce Pritchard, dans Brother Love, va être le premier vrai gérant de l'Undertaker. Et là, on va tout de suite avoir cette espèce... C'est un personnage très, très lent, très... Et ça va un peu avec le talent de lutteur de l'époque de Mark Calloway, c'est qu'on le limite beaucoup à l'intérieur de son personnage. Et à partir de là, avec la présentation old school de l'Undertaker, le grand manteau long, le chapeau rond, qui est vraiment très, très cinématographique comme présentation pour un personnage. Et ça, c'est le service créatif de la WWE qui va sortir un paquet d'idées, puis on va choisir avec le lutteur en question quel sera le look exact. Puis ce look-là va évoluer là, de diverses façons tout au long de la carrière de l'Undertaker. Mais
pour Pat, c'est une création comme les autres, sauf que celle-là, elle les a marqués parce que le personnage est devenu Mythique. emblématique que WWE, les deux vont ensemble. Là. Il est jamais parti, il a été loyal. C'est un personnage qui demeure extra populaire parce que le monde de la lutte, là, il y a comme il y a des intersections. Il y a une intersection super-héros, il y a une intersection sport, mais il y a aussi une intersection avec l'horreur. Les amateurs de films d'horreur sont très amateurs de lutte aussi. Et le personnage de l'Undertaker est un personnage taillé sur mesure pour ces amateurs-là, donc beaucoup de gens ont embarqué très, très, très fort dans l'Undertaker. Il y a eu des très, très bonnes séries, entre autres contre Yokozuna, va devenir champion du monde en battant Hulk Hogan. Ce qui est quand même pas rien. Ça dure pas longtemps à cette époque-là. D'ailleurs, Yokozuna et Undertaker, si ma mémoire est bonne, c'est le combat que j'ai présenté à Valleyfield pour la WWF. Si ma mémoire est bonne, c'était Kama, The Ultimate Fighting Machine, qui était contre Undertaker. Ouais. Ben, merci de Undertaker. Yokozuna était là. Mais dans les deux cas, ce sont des bons amis d'Undertaker qui font partie. Si la clique avait son côté de vestiaire, l'autre côté de vestiaire dans cette époque-là, c'était le Bone Street Crew de l'Undertaker avec, entre autres, les Godwins, avec le Godfather, qui était Kama, The Ultimate Fighting Machine, Yokozuna, qui sont de très, très bons amis. Rikishi est là-dedans aussi, qui vont se tenir ensemble, puis se serrer les épaules puis les coudes ensemble dans cette époque-là. Donc, Undertaker devient, suite à la découverte un peu par hasard que finalement Undertaker n'a jamais perdu à WrestleMania, on va bâtir toute cette mythologie-là de l'Undertaker qui ne perd pas à WrestleMania et qui sera la personne qui va finalement battre Undertaker à WrestleMania. Ça va durer plusieurs années. Et ça va cimenter la légende puis le statut légendaire de l'Undertaker, qui, au travers de tout ça, comme toute personne qui fait de la lutte assez longtemps et qui met beaucoup d'énergie et beaucoup de dévotion, va devenir un très, très bon lutteur. Avec une excellente psychologie. C'est sûr que de travailler avec l'équipe créative de WWE, Pat Patterson en tête, veut pas, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre. Là. Surtout quand on a des succès comme l'Undertaker en a eu. Comment était la relation Pat Patterson-Undertaker? Les jamais m'a parlé avec Pat. Pat était très cordial, mais au final, au fil du temps, Pat est devenu un peu le booker ou le gars attitré à Shawn. Donc, il a travaillé moins souvent directement avec Undertaker. Faut croire que ça prenait le meilleur de la gang pour gérer Shawn Michaels, qui était toujours un casse-tête. Donc, c'est un peu ça. Mais il était quand même, pour lui, c'était quand même un peu, tu sais jamais comment une idée de personnage va virer. Parce que il aurait pu avoir, en même temps qu'ils pensaient à l'Undertaker, 6 mois plus tard, ils ont peut-être pensé à Duke de Dumpster Droese, qui était le gars qui ramassait les vidanges. Puis ça n'a peut-être pas été la meilleure idée au monde, puis ça n'a pas eu le succès que l'Undertaker a eu. Fait que c'était un peu dans le même principe là, de donner une espèce de donner un plus aux lutteurs. Hein. C'est toujours ça. Hein. T'es un bon lutteur ou t'es gros ou t'es grand, mais t'as pas de couleur, t'as rien d'autre. Et là, c'est là qu'on a les Erwin R. Shyster pour l'IRS. Mike Rotando, un excellent lutteur, mais en lui donnant cette espèce de personnage-là qui veut aller collecter tes taxes, ben là, tu lui donnes de la chaleur naturellement. Avec l'Undertaker, ben, c'est lui qui vient te chercher quand t'es mort. Puis à la lutte, bien sûr, ça lui donnait beaucoup de matériel pour ces fameuses entrevues où, entre autres, je me souviens, on le voyait dans des vignettes construire un cercueil pour Kamala. Où il va dire il y a eu des body bag matchs en aréna. Il y avait des matchs de body bag où le but du combat, c'était d'assommer son adversaire pour le mettre dans le sac noir que les gens, les entrepreneurs de pompes funèbres viennent chercher les gens qui sont décédés. Donc, on a joué beaucoup, beaucoup avec ce personnage-là, puis avec les options qu'il offrait là, en termes de vocabulaire et surtout,
j'aurais tendance à penser que c'est peut-être le personnage qui a amené le plus de merchandising à la WWE. Là. Puis on dépasse de loin le T-shirt, là, je veux dire, les produits dérivés d'Undertaker sous une forme ou une autre, je veux dire, c'est à ce jour. Et Mark Calloway est toujours sous contrat et pour ça, parce que c'est un personnage qu'on va merchandiser ou qu'on va vendre sous toutes les formes jusqu'à la fin des temps, selon moi. Là. Donc, on va profiter de ce personnage-là au maximum. C'est vraiment ancré là, dans la mythologie de la WWE. C'est un des. Est-ce que c'est un des derniers qui a le droit à une entrée, j'ai presque le goût de te dire interminable vers le ring? C'est quelque chose, là, la durée, là, entre autres. Ben, c'est sûr, lors des WrestleMania, la marche est longue. Là. Ben, oui, parce que en un sens, il a comme gagné le droit que si son entrée elle prend 12 minutes, son entrée prend 12 minutes, c'est tout le monde autour qu'il faut qu'il s'arrange avec ça. Mais je me souviens, moi, on était à Orlando pour ce qui devait être son dernier match contre Roman Reigns. Puis bon, là, il y avait eu tout le cérémonial après le match où il a enlevé son manteau, ses gants, son chapeau, puis il a laissé ça dans le milieu du ring. C'était interminable, là, je veux dire, cette fin de WrestleMania-là, après que les caméras ont arrêté de tourner, là, je veux dire, à un moment donné, on était rendu à 3e ovation debout. Là. Parce que moi, j'ai jamais été, comme amateur de lutte, un grand fan de l'Undertaker. Je suis pas un grand fan d'horreur. Le personnage m'a jamais connecté. Je le trouvais beaucoup trop irréel pour mon goût à moi à l'époque. D'ailleurs, moi, mon Undertaker préféré, là, c'est Highway to Hell SummerSlam contre Stone Cold Steve Austin, là, quand le Ministry of Darkness, là, quand il est un petit peu plus sérieux, avant d'être style MMA ou American Badass, puis après le look chapeau et manteau long, là, où il est un petit peu plus satanique. Là, c'est là que j'ai trouvé Undertaker le plus intéressant, moi, comme amateur de lutte, et que je trouve aussi qu'il a frappé la bonne période. On est dans le milieu de l'Attitude Era. Stone Cold d'école. C'est vraiment une belle période dans le monde de la lutte. Puis j'ai trouvé que pour moi, c'était les meilleurs moments d'Undertaker comme personnage. C'est ce qui en fait la beauté, c'est qu'on va avoir au travers des générations, puis des moments où on a suivi la lutte, puis des différences dans le personnage, des gens qui sont amateurs d'Undertaker à différents moments, que ce soit le biker d'American Badass, le gars, le hybride d'Undertaker MMA de la fin, versus le Undertaker pur qui marche très lentement, qui lutte très lentement, parce que d'ailleurs, comment voulait-il avoir un match comme avec Yokozuna, comme il y avait avec Shawn Michaels vers la fin de sa carrière? C'était deux adversaires diamétralement opposés là, dans ce qu'il devait. La force d'Undertaker comme travaillant, c'est cette force d'adaptation-là, autant du niveau du personnage, mais aussi du style dans le ring. Il a traversé littéralement les époques et adapté son style en conséquence. Un petit mot sur Paul Bearer. Ah, ben Paul Bearer, ça, Pat me racontait, écoute, parce que là, c'est ça, c'est Bruce Pritchard, mais là, Bruce Pritchard, il travaille dans l'office, il y a d'autres responsabilités que d'être gérant. Et là, envoyer Bruce Pritchard sur la route avec Undertaker à temps plein, ça complique le travail au bureau. Le booking. Donc, Percy Pringle, qui est son nom d'origine, arrive donc, William Moody, de son vrai nom, arrive pour son entrevue. Et là, il raconte, Vince aimait beaucoup pousser, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, où est-ce que tu as étudié, bon, quelle sorte de travail tu as fait, tes parents viennent de où. Toujours pour essayer de trouver une espèce de filon qui pourrait les amener à une idée, là, pas trop loin de la réalité. Et là, il leur explique que lui, il a fait ses études pour être entrepreneur de pompe funèbre, puis qu'il est toujours, il a toujours son contrat, puis, ben, pas son contrat, mais sa licence. À toutes les années, il paye, puis il fait les heures qu'il faut pour conserver sa licence, parce que c'est un bon backup au monde de la lutte. Écoute, là, Vince et Pat éclatent de rire à se rouler à terre, là, comme seuls eux autres pouvaient faire en se regardant de travers seulement, là, parce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils viennent d'avoir la même idée toutes les deux.
pauvre Percy Pringle, Paul Bearer, qui pense que viens de moffer mon entrevue. Moi, là, il n'y a aucune chance que ma carrière dans la lutte est finie. Là. Et finalement, c'est parce que là, il s'imagine tout de suite Percy Pringle avec Undertaker. L'Undertaker qui mesure les cercueils avec l'entrepreneur de pompes funèbres. Et comme on donne très peu de lignes au début à Undertaker, hein? Donc c'est beaucoup Paul Bearer qui va faire l'espèce de comédie, là. Ouh! Puis la voix un peu d'outre-tombe avec le maquillage et l'urne, la fameuse urne dont on n'a pas parlé, qui va devenir l'espèce de... où reposent les pouvoirs de l'Undertaker que Paul Bearer va transporter au fil du temps. Puis je veux dire, on n'a pas eu que des succès avec l'Undertaker. À un moment donné, après un de ses nombreux départs, quand il est revenu, on avait un faux Undertaker. Donc, on a essayé d'avoir une espèce de... L'Undertaker était devenu un gentil. Là, on était rendu avec un faux Undertaker qui était Brian Lee. Donc, on a fait des faux tatous. Il était un petit peu plus petit. Puis, on l'a habillé pour être ça, mais ça a été un échec lamentable. Le monde n'a pas acheté du tout le concept qu'il pouvait avoir deux personnages identiques. Un vilain puis un gentil. Et le seul match a été le dernier match de cette histoire-là. Étais-tu Mais bon? on a... Hein? Étais-tu bon? Hein? J'aurais le goût de le voir, ce combat-là, moi. Ben, moi j'ai aimé la construction parce que c'est Ted DiBiase qui était le manager du nouveau méchant Undertaker. Donc, ça jouait avec l'histoire que c'est Ted DiBiase qui avait introduit l'Undertaker à la WWE. Par contre, je pense qu'on avait un gars qui pouvait ressembler à Undertaker, mais pas nécessairement jouer Undertaker. Fait que ça enlevait un peu à tout ça. Il y a comme des lignes parfois dans le monde de la lutte où oui, c'est bon, on accepte passer de la lutte, on accepte, mais d'avoir deux personnages pareils, on dirait que ça, c'est comme une ligne qui cause. D'ailleurs, quand on a essayé d'introduire un faux Diesel, puis un nouveau Diesel, puis un nouveau Razor Ramon, le monde n'a pas acheté que des nouvelles personnes pouvaient jouer le même personnage. Donc, je pense que ça, c'est une ligne qu'on n'a pas franchie encore. Je pense qu'on a plus de chances d'avoir un combat de lutte un jour, Undertaker, Andre the Giant, créé de toutes pièces en 3D, imagerie de cinéma, qu'on a de chances de voir quelqu'un rejouer le rôle d'Undertaker, par exemple. Je pense que la technologie va amener peut-être à avoir justement des habillages visuels où on va pouvoir recréer un personnage comme Undertaker presque réel, comme au cinéma, mais basé toujours sur le travail qui avait été fait par le personnage original, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va reprendre le mantle, comme ils disent en anglais, ou reprendre le flambeau puis devenir le nouvel Undertaker. Je pense que ça, dans la lutte, c'est l'affaire que les gens n'acceptent pas, là, que quelqu'un d'autre reprenne le même personnage. As-tu autre chose à rajouter sur Paul Bearer parce qu'on a bifurqué un peu? Malheureusement, Paul Bearer, c'est quelqu'un là, qui n'a pas pris soin de sa santé, qui est parti beaucoup trop rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il a pris énormément de poids, il n'était pas en santé, puis ça l'a fini par conduire à son décès prématuré quand même à un jeune âge. Donc, ça a aussi forcé la WWE à un moment donné de dire on ne peut plus le laisser sur la route, il va nous claquer en deux avions. Tellement qu'il n'était pas en forme. On a pris soin de lui, on l'a fait revenir, on l'a envoyé en cure d'amincissement dans des centres spécialisés pour l'aider. On a payé son opération pour la réduction de l'estomac. On a beaucoup de l'aider, mais malheureusement, au final, son corps n'a pas suivi. Là. Donc, c'était... d'ailleurs, ça a joué un grand rôle dans le match entre Undertaker et CM Punk à WrestleMania 29. Punk avait volé l'urne qui supposément contenait les centres de Paul Bearer. Donc, ça a causé de la controverse parce que là, les gens disaient « Ah, mon Dieu, il est mort, on sert de lui dans un angle de lutte. » Mais les amis de William Moody, Percy Pringle, Paul Bearer sont unanimes à dire qu'il aurait adoré le fait qu'on pouvait faire un angle avec son personnage et l'urne de ses cendres après sa mort parce que c'était un de vrai fan de lutte. Avant d'être un manager puis faire partie du monde de la lutte, c'était d'abord avant tout un grand amateur de lutte qui adorait ce domaine-là. Donc, moi, j'ai tendance dans ces situations-là à penser que
faut voir ça de l'œil de la famille puis l'œil de la personne. Si on nous dit que la personne serait aux oiseaux d'une pareille honneur de faire partie d'un WrestleMania après sa mort, puis que la famille, elle, est contente également. Je pense qu'on ne peut que s'incliner, nous, en tant qu'amateurs, là, sans porter de jugement sur le fait que ça a été fait avec beaucoup de goût, je ne sais pas, mais avec beaucoup de bonnes intentions pour faire plaisir aux gens qui aimaient William Woody. Bertrand Hébert, merci beaucoup de nous avoir amené tous ces détails sur l'Undertaker et aussi sur Paul Bearer. Au plaisir de te reparler bientôt, mon ami. Parfait, merci. Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Donc, notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Dominique. Et Dominique, je vais te demander comment prononcer ton nom de famille. Studs? Oui, exactement. C'était un des rares qui l'a, ça se dit comme ça, Studs, oui. C'est quelle nationalité? Mon père est de descendance allemande. Ah! Et ton ami David Lambert, je crois, t'a suggéré, quand que j'ai écrit un statut sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, pour avoir un amateur, un fan de Undertaker. Tu y en veux pas trop à lui? Non, du tout. On se connaît, on est des amis de longue date, donc j'y en veux pas trop, non. Il y en a plusieurs, Dominique, il y a plusieurs noms, mais comme le tien est apparu un des premiers, j'ai voulu te contacter et je te remercie d'avoir accepté. Et tu m'as envoyé des photos, tu m'en as envoyé aussi aujourd'hui. Oui. Toi, tu as déjà lutté, là. Oui, moi j'ai été avec David Lambert, justement, on était dans le circuit indie. Lui, un petit peu plus longtemps que moi. Moi, j'ai fait de la lutte pendant une dizaine d'années. Quand même. Et lui, pendant presque 20-25 ans. Donc, c'est ça, on se connaît depuis très longtemps, là. Et ta carrière de lutte s'est terminée, est-ce que ça fait longtemps? Je dirais c'est entre 2005 et 2017. Eh boy, quand même, fait pas beaucoup d'années que tu es retraité. Non, je suis encore la lutte de très loin, mais non, ça fait 5 ans. Bon. Et le Undertaker, pour toi, ça signifie quoi au juste? Ben, l'Undertaker, c'est plus que, je dirais, là, c'est un mode de vie, ça a déjà été un mode de vie. C'est plus que de la marchandise. Je possède pas beaucoup de marchandises. Mais tu m'as envoyé des photos aujourd'hui. Tu as quand même des belles pièces de collection, là. Oui, c'est ça. C'est la qualité à la quantité. Mais quand je te dirais que ce qui me définit plus Undertaker, j'étais un peu comme Elvis Gratton était Elvis. Je suis plus... je vis comme Undertaker, là. Puis, sa carrière comme telle, est-ce que tu l'as suivie dès le début? Non, malheureusement, je ne l'ai pas suivi dès le début. Je l'ai suivi, je dirais, à partir de l'Attitude Era, dans le coin de 97-98. Ouais, la plupart des gens l'ont vraiment découvert à cette époque-là. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu as un engouement pour l'Undertaker? Qu'est-ce que tu aimes de ce personnage-là? Ben, je te dirais, c'est le côté mystérieux, le côté dark. Quand je luttais dans le circuit indie, je m'inspirais souvent d'Undertaker. Je faisais ses prises, j'avais un personnage dark. Donc, le côté dark m'a toujours intéressé chez ce lutteur-là à comparer les autres, là. Y a-tu une période où tu l'as moins aimé? Quand il est devenu badass ou quelque chose du genre, as-tu connu cette période-là? Oui, en biker, je l'ai un peu moins aimé, là. Je l'ai un peu moins aimé. Moi, c'est vraiment le croque-mort que j'aimais beaucoup. Quand il était en biker,
J'aimais un peu moins ça, là. Ouais, on dirait que c'est unanime pour la plupart des gens qu'on a interviewés, qu'on a reçus, Ouais. et ceux avec qui qu'on a jasé. Le croque-mort, l'entrée, le gérant Paul Bearer. Et toi, Paul Bearer, ça te disait quoi? Ben, Paul Bearer, c'était un complément. C'est Undertaker sans Paul Bearer, il manquait quelque chose, là, indéfiniment, là. D'ailleurs, quand il était le biker, là, il parlait plus au micro, puis c'est ça qui tuait la magie. Tandis que de le voir avec Paul Bearer ou Bearer avec cette voix spéciale, là. Exact. Puis je dirais la même chose que Kane aussi. Kane qui parle au micro, ça a commencé à faire bizarre quand il a commencé à parler, là. C'est drôle hein, que des gens marquent plus de points en restant silencieux. Dans le monde de la lutte, c'est quand même spécial. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça, tu sais, pour moi, quand il l'appelait le fantôme, le phénom, un fantôme, ça parle pas. Ouais, vu de même. Ouais. Puis, dis-moi, la fameuse streak à WrestleMania, est-ce que tu l'as suivi pendant plusieurs années? Absolument, je l'ai suivi jusqu'au bout. Et puis, je te dirais même, quand il l'a perdu contre Brock Lesnar, j'ai comme tombé sur le dos. J'en ai fait presque une dépression. T'es le style d'amateur qui voulait pas que ça se termine, dans le fond. Exact, je voulais pas que ça se termine. Et quand c'est arrivé, j'avais de la visite, on écoutait WrestleMania. Et puis j'ai dit à mes invités, je file vraiment pas. Puis j'avais le Undertaker à cœur jusqu'au bout, là, jusqu'au bout. Et ben c'est ça. À un moment donné, faut bien se le dire. Quand c'est rendu à la fin, c'est la fin. Là. Puis est-ce que tu regardes des fois, est-ce que tu fouilles sur le web pour trouver des anciens combats? Ou l'autre fois, j'ai vu une émission où ils cherchaient des vêtements du Undertaker. Là, ça ressemblait, c'était weird. Est-ce que tu regardes autre chose sur lui? Oui, exactement. J'ai vu un reportage où l'Undertaker, c'est comme une émission de trouvailles et trésors. Exact. Les espèces de lockers, là, il ouvrait puis il avait trouvé des vieilles affaires qui étaient à lui. J'avais regardé ça puis je me disais, je pense que si je gagnerais un montant à la loterie, je les achèterais toutes. Fait qu'écoute, quand tu dis ça, là, si je gagnais à la loterie, j'en achèterais, c'est parce que tu es encore très fans aujourd'hui, là. Ah oui, ça s'est pas terminé. C'est pas parce qu'il a pris sa retraite que ça l'arrêtait là, là. Écoute, Dominique, il y avait l'entrée que des fois pouvait, pour certains, sembler interminable, surtout les grandes marches vers le ring de WrestleMania. Mais j'imagine que pour toi, c'était un délice chaque seconde de cette marche-là. C'est justement ça que j'étais en train de dire. Moi, je contemplais au complet. Moi, ça aurait pu durer une demi-heure, puis je m'en serais jamais tanné, là. C'est quand les premières notes de la musique sonnaient, hein? Aussitôt que les lumières se fermaient, les éclairs, le bruit d'éclairs, on le savait, là. J'avais les frissons. Même, là, je t'en parle, là, j'ai encore les frissons sur le bras, là. On dit, comme disent les Américains, t'as la chair de police. Ah oui. Dis-moi, tu m'as envoyé certaines photos où tu m'as dit c'était un gala privé, puis tu personnifiais Undertaker, ça devait être le fun. Oui, ben je personnifiais Undertaker, puis on était tous des chums de gars. D'ailleurs, David Lambert, il était là-dedans aussi. Je pense qu'il avait fait Owen Hart. Moi, j'avais fait le Deadman parce que c'est mon préféré. Je m'aurais pas vu d'en faire un autre. Et puis, on avait eu vraiment du fun. On avait fait des promos. On avait fait un petit combat, pas tellement long, là. Mais je m'étais pogné contre... je me rappelle plus contre qui. Ça fait longtemps de tout ça, là. On se souvient juste de Taker, fait qu'oublie l'autre, là. Ouais, c'est ça. Puis dis-moi, est-ce que, vu qu'on est dans la semaine de l'Halloween, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te déguiser en Undertaker pour un party ou autre? Non, malheureusement, non. La
seule fois que je me suis déguisé en lutteur, c'est dans le même style qu'Undertaker. Je m'étais déguisé en Sting une année. Ah, quand même. Puis les gens pensaient que j'étais un chanteur du groupe Kiss. J'ai dit non, c'est Sting. Ils confondaient un peu, là. Oui, soit que le costume puis le maquillage t'as pas bien fait ou bien c'était pas du monde qui connaissait ça. Exact. Ah, Dominique, écoute, je te remercie de ton temps, de nous avoir partagé le respect et la passion que tu as pour Undertaker dans cet épisode spécial. Et merci de continuer à nous suivre sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Puis Ben, ça fait plaisir. on aura la chance peut-être à un moment donné de se croiser. Ah, ben oui. Dans les galas de lutte, de temps en temps, je vais faire un petit tour, donc on va se revoir, c'est sûr. Check ça, là. Mois de mai 2023, Simmania 2, ça s'en vient. Parfait, ben je vais prendre ça en note, puis j'irai faire un petit tour. Parfait, Dominique. Au plaisir de te croiser. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, je vais vous souhaiter une bonne journée. Toi aussi. OK. Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Mesdames Messieurs, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noire-et-blanche.ca pour plus d'infos. Alors, un des membres du groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, et je suis content, quand j'ai fait la demande, y a-t-il un fan? On me l'a suggéré. Merci, David, pour la suggestion. Et c'est intéressant d'avoir... tu sais, souvent, nos collaborateurs, c'est des gens impliqués dans le monde de la lutte. Lui, il l'était, mais on l'a découvert. C'est le Oui, fun. exactement. Écoute, les 2 prochaines entrevues, 2 personnes que j'adore du milieu de la lutte. Mathieu Lavigne, on surnomme Lave, un grand connaisseur de toutes les fédérations dans le monde. Grand fan de Impact Wrestling. Oui, qui est toujours là avec nous. Ouais. C'est ma référence. Quand on fait Impact, c'est avec lui que je parle. Il filme tous les shows de lutte d'envergure au Québec. Dont Simmania. Dont Simmania. Et écoute, j'ai hâte d'entendre son entrevue à Mathieu. Puis le deuxième entrevue qu'on va avoir, c'est avec Jeff Rassett, mon partner. On a malheureusement perdu le match à Simmania, mais ça, on en parlera une autre fois. Jeff, qui est sur la Qu'est-ce scène... que tu dis? On a quoi? On a perdu. Malheureusement, je pensais Ouais. que le vrai terme, c'est évidemment. Non, mais t'en faire, évidemment, langue sale. Et colique que t'es langue sale! Hey, reste poli. Parle-moi pas là-dessus, Mr. Fun International. Hey, mon Tom Brady des pauvres. Oui, en effet. Pierre, on va à l'entrevue de Mathieu Lavigne avant que ça dégénère ici sur scène puis que Marc retombe dans les guitares. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Mathieu Lavigne, qui devient un régulier sur le podcast. Et en cette semaine de l'Halloween, où on verra plein de petits monstres, aucun lien entre Mathieu et un monstre, là, s'il vous plaît. Mais on fait de quoi sur la carrière et sur le personnage du Undertaker? Et je voulais savoir ce que ça veut dire, le Undertaker, ce qu'il veut dire pour un gars comme Mathieu Lavigne. Salut Marc, on dirait qu'on s'est parlé il y a 5 minutes, ça passe vite. C'est incroyable. L'Undertaker, c'est une bonne question. Je pense qu'au-delà de la présence de l'homme en tant que tel, au-delà de comment il a réussi à mettre sa gimmick over, au-delà de sa façon de se lever, le manager, les chokeslams, pour moi, l'Undertaker, c'est une présence qui était réconfortante. Réconfortante. Ouais, parce que c'est un signe de continuité, l'Undertaker. De 89 à quoi, 2019, 2020, on pouvait toujours compter sur la présence de l'Undertaker. T'sais, on a annoncé qu'il était trop vieux ou qu'il était obligé de prendre sa retraite ou qu'il était blessé à peu près 10 fois. Il partait pour 6 mois, puis il revenait dans le temps de Mania ou du Rumble. Fait que pour moi, l'Undertaker représentait cette espèce de continuité. C'est réconfortant de savoir que, en vieillissant, on finit par, on perd nos vedettes, on perd nos repères, le monde change.
Mais l'idée que l'Undertaker est resté pendant aussi longtemps à la WWE comme régulier au top de la carte, à évoluer avec le temps, c'était comme un signe que on perdait pas nos repères, on restait pas au goût du jour, mais le monde était encore correct. Le monde était encore pour nous. Puis quand l'Undertaker a pris sa retraite, ça m'a rappelé que le temps passe vite, puis les choses changent, puis il n'y a rien de permanent. Puis on a perdu cette espèce de présence-là sur laquelle on pouvait toujours compter à WrestleMania. Que le match soit bon ou pas, moi, je suis profondément nostalgique. Fait que s'il avait voulu lutter jusqu'à 75 ans, go! J'ai aucun problème avec ça. Ça me dérange pas, moi, quand un vieux revient, quand un vétéran revient puis qu'il y a une dernière run à donner, ou ouais, ça me dérange absolument pas. La qualité des matchs, pour moi, c'est pas important. C'est la présence émotionnelle. C'est ce qui représente qui est important avec l'Undertaker pour moi. Peu importe l'histoire ou le lutteur qu'il allait affronter, le fait de savoir que l'Undertaker allait être là, pour moi, ça représentait déjà quelque chose. Ça représentait que le monde était encore fait pour moi, tu sais. Mais c'est quand même drôle d'entendre quelqu'un parler d'un, je cherche le terme en français, d'un Undertaker. C'est un fossoyeur. Ouais. En tout cas, je n'ai pas le. Un propriétaire de pompe funèbre, I guess. C'est ça. Et ce terme-là, avec le qualificatif que tu as donné, ça fait drôle, tu sais. Oui, que l'Undertaker représente pour moi la vie, c'est vraiment, il y a quand même une ironie là-dedans. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis il y a un excellent meme qui représente très, très bien ça sur Internet. Ça montre l'évolution de l'Undertaker dans les jeux vidéo. Fait qu'on passe d'une version 8 bits sur Nintendo, la NES originale, où l'Undertaker est juste un paquet de pixels mauve dégueulasse, jusqu'à aujourd'hui en 4K sur le PS5. Mais c'est le même gars. Mais ça, c'est la continuité d'un gars comme moi qui a grandi avec une NES, qui est rendu aujourd'hui à jouer, mettons, avec un jeu vidéo de nouvelle génération. Ben, sur quoi on peut compter? Ben, il y a la mort, les taxes, puis l'Undertaker. L'Undertaker est encore là, puis c'est ça. C'est... ouais. Mathieu Lavigne, merci beaucoup de nous avoir parlé du Undertaker dans cette semaine de l'Halloween. Ça me fait plaisir, Marc. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Jean-François Racette, Jeff Racette, je ne sais jamais comment t'appeler. Bienvenue sur le podcast, Monsieur Racette. Salut, Marc. Écoute, on s'est parlé, Jeff, et je t'ai lancé que je faisais un épisode de l'Halloween. Puis pour moi, l'Halloween, ça me fait penser beaucoup à tout ce qui est à notre ami Serge Coutu, entre autres, mais aussi à tout ce qui touche Undertaker. Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, bizarrement, moi, j'ai adoré et à un moment donné, j'ai presque détesté. Et ça m'a intrigué, fait que je voulais que tu nous expliques ça. J'ai pas presque détesté, je l'ai détesté, puis pas à peu près. J'aimais mieux que toi tu le dises. Non, quand j'ai commencé à écouter la lutte, c'est vraiment l'aspect puis les téléromans qui m'a attiré. Puis l'Undertaker, on s'entend que c'est un des personnages les plus forts. Puis, tu sais, dans le sport, tu sais, la lutte, c'est ce sport qu'on peut se permettre quelque chose du genre, tu sais, de sortir de la réalité, tu sais, de faire de quoi moins réaliste. Fait que j'ai vraiment aimé Undertaker comme dans les premiers personnages qui ont attiré mon attention. Tu dirais vers quelle année, ça? Moi, j'ai commencé à écouter la lutte vers les années 96, fin 96, début 97. OK. Fait que j'ai pas connu son arrivée avec Ted DiBiase et tout ça. Je l'ai vu par après avec les archives, mais moi, je suis vraiment tombé où il y avait son personnage de mort-vivant bien établi. Ouais. Quand tu l'as connu, est-ce que Paul Bearer était là? Était-tu arrivé? Oui, il était là, oui. Mais quand je l'ai connu, Paul Bearer, après ça, il a commencé à une rivalité avec lui. C'est là que son frère, personnage Kane, est arrivé. Puis ça, c'était vraiment bon. Tu sais, je trouvais que il nous vendait bien l'histoire. Il faisait les effets spéciaux que son frère luttait dans le rouge, dans les lumières rouges. Tu sais,
je trouvais que c'était bien monté. Puis peut-être parce que j'étais plus jeune aussi à l'époque, là, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu tripais, tu trouvais ça bon, puis finalement, t'arrives, puis tu détestes ça? C'est quand il a changé pour devenir l'American Badass. Ouais. Undertaker, il avait quitté puis pendant une couple de semaines, de mois. Puis, Comme il avait c'était souvent le cas. Ouais, mais c'était moins fréquent à cette époque-là. Puis on s'ennuyait, tu sais, dans ce temps-là, on écoutait tout le temps les pay-per-views en gang de boys. Puis on avait hâte de voir l'Undertaker parce que c'était pas mal le favori de toute la gang. Puis ce soir-là, tu sais, c'était à Judgment Day 2000, je pense. Puis il avait fait vraiment une belle promo, tu sais, les vignettes avec les petites filles comme dans le film de Freddy, exemple, qui pluguaient le retour d'Undertaker. Puis il était arrivé sur sa moto, habillé tout en cuir noir, c'était écœurant. Puis le lendemain, il arrive, là, il devient l'American Badass à Raw, habillé en jean. Là, c'était plus pantoute notre gros tough qu'on voyait. Là, tu sais, là, avec les semaines qui suivaient, il était rendu qu'il se teindait même plus les cheveux noirs, il était rendu roux. Puis il s'était mis à parler au micro comme Monsieur Tout le monde. Tu sais, toute la magie en arrière du personnage, il a scrapé ça dans le claquant des doigts. Là, Puis il est revenu par après, par exemple, right? Ouais, mais par après, c'était plus des runs in and out. Puis la magie n'était plus là. T'sais. On a vu autre chose de Undertaker. C'est comme si la magie du mort vivant, qu'on n'en savait pas beaucoup sur sa carrière. T'sais. Dans ce temps-là, déjà, on n'en savait pas beaucoup sur ce qui se passait en arrière, mais Undertaker, il gardait ça il gardait ça mythique, là, son personnage. Puis, je trouvais que ça scrapait là, des bons moments qu'il avait donnés. Moi, je me souviens, un de ses meilleurs moments, c'était le mariage avec Stephanie McMahon. T'sais, il avait forcé Stephanie McMahon, puis ça avait mixé toutes les rivalités de l'époque avec Stone Cold qui était venu sauvegarder, était venu donner un coup de main à Stephanie. Puis Vince McMahon, il y avait une histoire de trahison en arrière de tout ça, mais c'était la première fois que Stone Cold venait en aide à Vince McMahon. C'était gros. Il était un bon figurant dans les histoires principales d'Undertaker. Moi, j'ai pas écouté dans cette époque-là. Et comment le gars de lutte en toi voyait une intro, une entrée qui pouvait durer 15 minutes? Alors moi, j'adorais ça. À chaque WrestleMania qui rentrait, il y avait tout le temps, soit avec des druides, puis avec les casquettes, les cercueils, les torches de feu. Je trouvais ça vraiment incroyable. Là. Mais c'est ça que la lutte permet, de faire des choses comme ça. Si tu reçois des chums chez vous, puis que ça part, ben, tu sais que si quelqu'un prend un steak bien cuit, tu as le temps d'aller le faire cuire. Exact. Vu de même. Ben écoute, Jeff, merci beaucoup de ces mots sur le personnage Undertaker. Et on se reparle sous peu pour d'autres sujets, mon ami. À la prochaine, Marc. Voilà, c'est fait. Un projet de plus de 2 ans enfin concrétisé. Ma biographie « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite fille » coécrit par Bertrand Hébert, est maintenant disponible en ligne au sim.shop. Alors, après les entrevues de Mathieu Lavigne et Jeff Rassett, on a un collaborateur en France pour le sim, puis il travaille très fort pour nous autres. Notre collaborateur français préféré, David Jouan. Ben, préféré. On n'en a qu'un. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! Oui, mais c'est notre préféré quand même. Ouais, mais c'est comme si tu le dénigrais. Pas du tout. Hey, il Non? fait tellement de job extraordinaire sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Lui, là, la pêche miraculeuse, il connaît ça. Oh, la belle fin de semaine de pêche. J'ai hâte. Lui, ma ligne à l'eau, un poisson sort. Tabarouette. Incroyable! Et justement, vu que c'est notre collaborateur en France, on lui a demandé son opinion et ça veut dire quoi pour lui, le Undertaker? On l'écoute à l'instant. Alors, notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, et je me disais, c'est vraiment magique. On passe par Messenger, on discute avec notre ami de la France, David Jouan, qui est plus qu'un collaborateur, c'est un peu le chef de direction du Soyez-y, mesdames, messieurs. David, merci d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, écoute, merci pour l'invitation, puis pour la montée en grade, visiblement.
Exact, exact. Et dis-moi, quand on a échangé différentes idées pour les épisodes, on a décidé de faire quelque chose de spécial pour l'Halloween avec notre ami l'Undertaker. Et je voulais savoir, ce lutteur-là, pour David Jouan en France, ça veut ou ça voulait dire quoi? Alors, que ça soit pour moi ou je pense pour beaucoup de fans, le personnage de l'Undertaker a pour moi dépassé le cadre de la lutte ou du catch. On va dire souvent d'ailleurs quand on demande à des gens qui ne suivent pas forcément la lutte, s'ils connaissent des lutteurs, et on a des noms qui reviennent souvent, bon, forcément Hulk Hogan qui est très connu par les non-aficionados, mais l'Undertaker est un personnage qui a marqué beaucoup de personnes. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, parce que si on y regarde, ceux qui ne regardent pas, il y a toujours ce côté, est-ce que la lutte est arrangée? Est-ce que c'est un spectacle? Et là, on parle d'un personnage qui est censé incarner un homme qui est décédé. Donc on voit toute l'ambiguïté, on va dire, autour de ce personnage, et je pense qu'il a marqué toute une génération. Toi, qu'est-ce que tu préférais du côté d'Undertaker? Est-ce que c'était ses combats, son gérant, ses entrées? Quand on parle de l'Undertaker, déjà, il y a différentes étapes dans sa carrière. Parce que la première partie où vraiment on était à fond dans la gimmick de l'homme qui ressent pas les coups, qui accompagné de Paul Bearer, qui avait l'urne, qui représentait la force de l'Undertaker. Donc là, il y avait vraiment le personnage était intriguant, mais par contre, ses combats n'ont jamais été vraiment exceptionnels. Après, il y a eu sa deuxième phase où il arrivait en moto, où il était sorti un peu du personnage. Celle-là m'a dit, à peu près tout le monde est unanime, qui n'ont pas aimé le fameux badass ou je sais pas quoi, là. Alors, je dirais pas aimé, c'est-à-dire que on attendait autre chose de ce personnage-là. Je pense que là, il a pu commencer à sortir un peu du style de lutte dans lequel il était enfermé depuis ses débuts à la WWF. Et il a pu montrer un petit peu autre chose. Mais par contre, on voyait bien que les fans étaient nostalgiques de cette période-là. Donc, quand en 2004, il fait à WrestleMania 20, quand il fait son retour sous son personnage, avec en plus en introduction Paul Bearer qui fait son retour, bon, ça reste des moments, on va dire, ce qu'on appelle des classiques à regarder et à revoir. Mais même après ce retour-là, ces combats, il va vraiment falloir commencer à attendre les WrestleMania 25 contre Shawn pour qu'il commence à enchaîner les classiques et avoir des combats 5 étoiles. Toi, est-ce que tu dirais, David, que c'est dans ton top 5 des meilleurs... quand je dis meilleurs lutteurs, je parle pas du côté technique, là, mais l'enrobage et tout? C'est peut-être pas dans les 5, mais au moins dans les 10 premiers. Oui, c'est vraiment un lutteur qui a marqué toute une génération et sur lequel il va être difficile de faire mieux en termes de personnages, de gimmicks. Oui, parce que personnage et gimmick, là, aujourd'hui, à un moment donné, tout a été essayé ou presque, donc c'est pas évident de revenir et d'inventer une gimmick qui va, comme on dit au Québec, qui va pogner. Oui, puis encore une fois, c'est là où c'est assez amusant, parce que souvent on dit, est-ce qu'une gimmick comme l'Undertaker pourrait fonctionner aujourd'hui? Donc, où on voit qu'on est beaucoup plus... aujourd'hui, les lutteurs sont moins... On a beaucoup moins de personnages qu'à l'époque. On va dire, on avait un clown, un voodoo, un homme mort. Aujourd'hui, on est un peu moins dans les gimmicks et on pourrait dire que des personnages comme l'Undertaker ne fonctionneraient plus. Les fans n'embarqueraient plus. Et pourtant, on a un personnage comme Bray Wyatt là, qui a effectué son retour il y a quelques semaines, qui manquait aux fans. Donc on voit il y a quand même un peu ce besoin d'avoir des personnages plus grands que nature. Exactement. Écoute, David, je te remercie beaucoup d'avoir donné ton avis sur l'Undertaker à cet épisode spécial Halloween. Et on se reparle sous peu, mon ami. Eh bien, bonne journée à tous et bon Halloween à tout le monde. Je sais pas si on l'Halloween la même date que nous autres en France. Crée mon genre que t'es par là!
D'après moi, oui. Oui? Ouais. Parce que tu sais, au Québec, des fois, on change la date de l'Halloween. Quand c'est trop arrivé. venteux puis il fait pas beau. Hey, boy! Pars-toi pas, Mr. Fun. Non, Pars-toi non. pas. Mais je pense à ça, tu sais, Undertaker, on voit que c'est un personnage qui a jamais laissé personne indifférent. On l'a vu à travers les témoignages. Puis je pense à ça, Simmania 2, pour la rencontre avec les fans d'Undertaker, ça serait un bon choix, non? T'es-tu malade? Faudrait que je gagne 70 millions à la loterie. Achètes-tu des billets au moins? Ben oui. Bon, mais si tu gagnes 70 millions, Undertaker va être là à Simmania 2. Tu es en train de le confirmer, là. Oui, puis ça va avoir lieu au Centre Bell. Oh! 70 millions, tu t'en fous-tu? Donc, Simmania 2, Undertaker, et on fait ça au Centre Bell. Si je gagne 70 millions. Parfait. À suivre! Je vais te dire une affaire, les 2 piastres et participation gratuite, je suis tanné! Je suis tanné, moi, je suis tanné, mon, je suis tanné, là. Oui. Parfait. Hey! Hey, bon Halloween! Hey, pareillement, Marc. Hey, puis t'étais dans le sud, tu prends un verre à notre santé. Il est déjà pris. Ah oui, juste un. Ben, j'ai la langue molle déjà. Ah, la bouche molle. La bonne bouche molle. Hey, la semaine prochaine, on parle de quoi au podcast? Épisode 86, les meilleurs combats. Ton meilleur combat à vie, le tien. Oui. On t'a pas eu encore sa 3e partie. Parfait. Kevin Raphaël sera là. Mathieu Lavigne également. Et Matt Angel. L'ange de Jonquière. Oui, ça va être le fun. Oui, écoute, j'ai hâte à ça. Puis, comment on termine ça, un bon podcast là, sur l'Undertaker, Marc? Ouh, je suis pas capable de Hey, le l'imiter. pall-bearer des pauvres. Wow! Pas capable, mais moi, Incroyable! je termine toujours en disant « Soyez-y, mesdames, messieurs! »